Nika Podcast. Ésotérisme, paranormal et mystère. La trace écrite la plus ancienne concernant l'une des sociétés les plus secrètes au monde, c'est pas un plan machiavélique de domination mondiale. Non, c'est clair. Et c'est pas non plus un rituel occulte avec des sacrifices, quoi. Exactement. C'est de manière assez déconcertante, en fait, un simple règlement de chantier. Un truc qui date de 1390 et qui était destiné à des tailleurs de pierre itinérants. Ouais, c'est le grand écart. Comment on passe d'un modeste code de conduite pour des travailleurs nomades au mythe tenace d'un gouvernement de l'ombre qui, tirerait les ficelles de l'humanité. C'est tout l'enjeu. Bienvenue dans notre exploration radiophonique Éveil et sortilège. Je suis Dorian. Et moi, je suis Émilie. Aujourd'hui, notre chronique s'attaque à un corpus de documents absolument fascinant. On a sur la table des textes historiques qui vont des essais assez brûlants du penseur Thomas Paine jusqu'à un authentique manuel d'apprenti de 1923. Et même des essais philosophiques beaucoup plus contemporains. Voilà. Donc le thème de notre émission, c'est l'histoire et les mystères de la franc-maçonnerie. Et notre mission aujourd'hui pour notre auditoire, c'est d'aller bien au-delà des clichés complotistes. Ouais, de percer la vraie histoire, quoi. C'est ça. Comprendre l'histoire de ces bâtisseurs, décoder la mécanique psychologique derrière leurs symboles, et puis tenter de percer la nature exacte de ce fameux secret maçonnique. Et pour y voir clair, il faut impérativement dissiper le brouillard qui entoure leurs origines. Parce que les textes qu'on a épluchés montrent une tension constante entre, d'un côté, des réalités hyper pragmatiques du Moyen-Âge. Ouais, le travail de la pierre. Exactement. Et de l'autre, des revendications ésotériques grandioses. Donc, si on veut comprendre la franc-maçonnerie moderne, il faut d'abord comprendre pourquoi et comment ces bâtisseurs de cathédrales se sont organisés, en fait. Commençons par la terre ferme, du coup. La preuve historique incontestable qu'on a trouvée, c'est ce fameux manuscrit Regius de 1390. Et quand on étudie l'époque, une question se pose, pourquoi des artisans ressentiraient le besoin soudain de codifier leurs pratiques par écrit ? Et nos sources apportent un éclairage purement logistique à ça. Les tailleurs de pierre, c'était pratiquement les seuls artisans non sédentaires du monde médiéval. C'est vrai, oui. Et cette mobilité, c'est la clé de tout. À cette époque-là, un forgeron ou un boulanger, il naissait, il travaillait et il mourait dans le même village, quoi. Son réseau de confiance était super local. Voilà. Mais un bâtisseur de cathédrale, il devait voyager de chantier en chantier. Il traversait des régions entières. Or, au Moyen-Âge, l'étranger, le voyageur, Il fait peur. c'est le suspect par définition. Donc, quand une guilde débarquait dans une ville avec des dizaines d'hommes robustes et totalement inconnus, la population locale était super méfiante. Tu m'étonnes. Donc, le manuscrit Regius, c'est pas du tout un texte mystique, c'est un document juridique et moral. Ça servait à garantir aux autorités locales que ces gars-là étaient honnêtes, compétents et disciplinés. En fait, on pourrait presque faire une analogie avec nos outils professionnels modernes. Ces fameux vieux devoirs, c'était en quelque sorte un profil LinkedIn avant l'heure. Ah ouais, carrément. Un passeport de compétences indispensables pour des travailleurs nomades. Et d'ailleurs, l'étymologie même du mot révèle cette dynamique, non ? Ah oui, l'étymologie est hyper révélatrice. Le terme anglais Freemason, ça désigne techniquement le maçon qui est capable de travailler la pierre tendre, donc la pierre de sculpture fine, par opposition au maçon du gros œuvre. D'accord. Mais ce mot franc, qui évoque la franchise, ça fait surtout référence à un privilège juridique qui était rarissime. Ces bâtisseurs hautement qualifiés, ils obtenaient des papes et des rois le droit absolu de voyager librement. Ah, d'être franc de taxes en fait. Exactement, exempté de taxes locales. Donc le maçon franc s'oppose radicalement au paysan serche qui, lui, il est enchaîné à sa terre. C'est une fondation super rationnelle en fait. Mais là où l'histoire bascule dans un truc fascinant, c'est que ces artisans se sont pas contentés de cette explication pratique. Non, ils sont allés beaucoup plus loin. Ouais, les mythes fondateurs développés dans nos sources vont tellement plus loin. Par exemple, il y a cet auteur et révolutionnaire, Thomas Paine, qui avance une théorie dingue. Il dit que la maçonnerie, ce serait en réalité le dernier vestige de l'ancienne religion des druides. Ah, la théorie de Paine, elle mérite vraiment qu'on s'y arrête. Ça montre bien comment le XVIIIe siècle cherchait à rationaliser l'ésotérisme, quoi. Ouais. Selon lui, ces prêtres celtiques, qui étaient des adorateurs du soleil, observant les cycles de la nature, ils auraient pris le nom de maçon comme couverture. Juste pour fuir les persécutions, en fait. Exactement. Pour fuir les persécutions mortelles de l'Église, ils se seraient fondus dans les guildes de bâtisseurs. Et ils auraient continué à pratiquer leur rite solaire en secret derrière les portes fermées des chantiers. C'est fou. Et c'est qu'une théorie parmi d'autres dans notre corpus.
D'autres documents font remonter l'ordre carrément à la construction du temple de Salomon, Jérusalem, ou aux prêtres de l'Égypte antique. Il y a aussi les Templiers. Ah oui, la fameuse légende des Templiers qui fuient le bûcher du roi Philippe le Bel au XIVe siècle et se réfugient en Écosse pour fonder les loges. Mais sur le plan psychologique, pourquoi éprouver le besoin de s'inventer des lignées aussi grandiloquentes? Il faut replacer l'architecture dans l'inconscient collectif humain. Historiquement, l'architecture, c'est la mère de la civilisation. Avant de savoir ériger des murs, l'humain, il est à la merci des éléments, des prédateurs. Il survit, quoi. Voilà, construire des remparts, c'est littéralement séparer l'ordre du chaos, c'est protéger l'humanité de la barbarie. Donc, il devenait psychologiquement vital de sacraliser cet art. C'est pas juste empiler des cailloux. Exactement, il modifiait la création. En revendiquant l'héritage de Salomon ou des pyramides, ils se positionnaient non plus comme de simples ouvriers, mais comme des prêtres œuvrant pour le grand architecte de l'univers. C'est une façon magnifique de donner une dimension cosmique à un travail manuel. Totalement. Et donc, fort de cet héritage sacralisé, ils devaient protéger leur technique. Ils ont mis en place des initiations, des épreuves qui, au fil des siècles, se sont métamorphosées en pures allégories philosophiques. Et ça amène une question très concrète soulevée par nos manuels de 1923. Comment un candidat entre-t-il concrètement dans cet univers ? Alors, le premier contact, il se fait pas du tout dans la lumière. Il se fait dans l'isolement le plus total. Les textes décrivent une épreuve inaugurale qu'on appelle le cabinet de réflexion. C'est une petite pièce, aveugle, hyper sombre, souvent souterraine. Et le décor décrit dans nos sources est digne d'un roman gothique. On parle d'un lieu exigu, éclairé juste à la bougie. Les murs sont noirs, couverts de symboles alchimiques. Ouais, des coupes avec du sel et du soufre. Et surtout des allusions frontales à la mort. Le candidat se retrouve face à un crâne humain et une faux. Pour quelqu'un qui vient chercher une philosophie humaniste, l'accueil est plutôt macabre, non ? Macabre en apparence, ouais. Mais en fait, c'est d'une efficacité psychologique redoutable. Le but de cet enfermement, c'est pas de terrifier le gars pour le plaisir, hein. D'accord. C'est de provoquer une vraie rupture cognitive. Avant de pouvoir construire un homme nouveau, il faut déconstruire l'ancien. Les symboles funèbres rappellent au candidat l'urgence de sa propre mortalité, tu vois ? Ça brise son ego, ça brise ses certitudes mondaines. Ah, je comprends. Et c'est là que prend tout son sens le célèbre acronyme alchimique qui est inscrit sur le mur, VTRIOL. Voilà, visite a interiora terrae, rectificando invenies occultum lapidem. Ce qui se traduit par « visite l'intérieur de la terre et en rectifiant, tu trouveras la pierre cachée ». C'est une formule qui résume toute la démarche. La terre à visiter, c'est pas physique, c'est la psyché du candidat. C'est lui-même en fait. C'est ça. Il est invité à descendre dans ses propres ténèbres, à affronter ses peurs, ses préjugés, et en se rectifiant, c'est-à-dire en corrigeant ses défauts, il finit par découvrir la fameuse pierre cachée des sages. Et dans le langage maçonnique, cette pierre, c'est le noyau de ses propres valeurs morales, débarrassée des illusions de la société ? Exactement. Et c'est seulement après cette mort symbolique qu'il peut renaître et se présenter à la porte du temple. Tuyage, il y a une question rituelle. D'où venez-vous ? Selon le rituel de 1923, la réponse imposée, c'est « de la loge de Saint-Jean ». C'est ça. Et nos sources révèlent que c'est pas du tout un simple mage chrétien, en fait. Ah non ! L'explication va beaucoup plus loin. Les textes soulignent que ce Saint-Jean, il fait écho à Janus, le dieu romain des portes et des passages. Celui qui a deux visages. Exactement. Un tourné vers le passé, l'autre vers l'avenir. En répondant qu'il vient de cette loge, l'initié déclare qu'il a quitté le temps chronologique agité pour entrer dans un espace sacré où la tradition du passé sert directement à éclairer les actions du futur. Tout l'environnement devient un support symbolique. Rien que la tenue. Le tablier, ça symbolise l'obligation du travail humain. Les gants blancs rappellent que les mains ne doivent jamais se salir dans des actions injustes. La pureté des intentions, quoi. Voilà. Et il y a aussi ces trois grands piliers, sagesse, force et beauté. L'un de nos essais s'attarde sur la force, et la perspective est vraiment géniale. Ouais, parce que l'approche de la force y est totalement contre-intuitive. Il rejette complètement l'idée d'une force brutale ou coercitive. C'est pas les gros muscles. Non, pas du tout. Nos sources font un parallèle avec la lame numéro 11 du tarot de Marseille, qui représente l'allégorie de la force.
Sur cette carte, on voit pas un guerrier en armure, on voit une jeune femme aux traits sereins qui maintient ouverte la gueule d'un lion féroce. Et elle fait ça avec une douceur absolue. Voilà, sans aucune tension physique. C'est vraiment l'illustration du triomphe de la volonté sur les passions. Et c'est le cœur du travail initiatique. La vraie force, c'est la maîtrise de soi. C'est la capacité difficile à dompter ses propres instincts sauvages. Ce lion intérieur fait de colère ou d'orgueil pour le mettre au service de la raison. Mais du coup, ça amène une objection tout à fait rationnelle pour ceux qui nous écoutent. Enfin, pourquoi s'encombrer de toute cette quincaillie allégorique ? Comment ça ? Une équerre, un compas, un lourd fil à plomb en métal. Pourquoi utiliser des outils de chantier tangibles pour enseigner de la philosophie pure ? C'est une critique classique, mais elle ignore complètement le fonctionnement de la cognition humaine. Justement, la théorie d'Emmanuel, c'est que les concepts abstraits sont hyper volatiles. Un discours sur l'égalité, ça s'oublie vite face aux tentations du quotidien. Exactement. Alors que si on place un véritable niveau de maçon dans les mains d'une personne, un objet physique, lourd, en bois et en laiton, et qu'on associe ce poids à l'idée d'égalité sociale, l'apprentissage change de nature. L'idée abstraite s'incarne dans la matière. Le corps enregistre le poids de l'outil, ça crée un ancrage mémoriel. C'est imparable en fait. L'être humain a un besoin vital de support tangible. L'outil agit comme un déclencheur mnémotechnique, beaucoup plus efficace qu'un long traité d'éthique. D'accord, mais une fois que ces outils sont compris, la question se déplace vers le collectif. L'être humain est social. Que se passe-t-il concrètement lors des réunions dans la vie de la loge-logis ? L'objectif fondamental, c'est de forger des esprits libres, affranchis des dogmes extérieurs. L'idéal, c'est de pousser l'individu à devenir le fils de ses propres œuvres. La vérité tombe pas du ciel, elle se construit par le débat et le doute. Et cette liberté de penser repose sur un prérequis radical, l'égalité absolue. Dès qu'on franchit la porte, il y a l'abandon des métaux. Ah, le fameux abandon des métaux. Ça désigne pas juste la monnaie physique, ça désigne l'orgueil héréditaire, les titres, les diplômes. Le riche banquier s'assoit à côté de l'artisan modeste, avec le même tablier. Faut imaginer à quel point c'était révolutionnaire au XVIIIe siècle, quoi. Dans une Europe où les classes sociales se mélangeaient jamais. C'était un des rares endroits où un aristocrate et un routier débattaient d'égal à égal. C'est fou. Et ensuite, nos sources révèlent une diversité de structures, notamment entre les rites. La distinction entre le rite français et le rite écossais est particulièrement intéressante. La différence d'échelle est vertigineuse. Le rite français, c'est 7 grades. Le rite écossais, c'est une échelle gigantesque de 33 grades. Ça doit complètement changer l'atmosphère, non ? Totalement. Le rite français a une approche plus directe, très axée sur la rationalité, le débat sociétal. Le rite écossais, c'est un très long voyage, beaucoup plus imprégné d'ésotérisme et d'alchimie. Et ces spécificités rituelles se nichent jusque dans l'environnement sonore. Les fameuses batteries, ces applaudissements rythmés. Pour le grade de maître, c'est 7 coups au rite français et 9 coups au rite écossais. C'est presque une signature musicale. Et l'utilisation du son n'est jamais anodine. Ces frappes synchronisent les esprits et les corps, ça crée une unité physique immédiate. Mais au-delà de la technique, ils accompagnent aussi le cycle de la vie. Il y a ce rituel du louveteau, l'automne, une cérémonie d'adoption pour les enfants des membres. C'est sublime comme rituel. La mise en scène est saisissante. L'enfant est apporté au centre du temple sur un coussin de fleurs, sous la voûte étoilée, et on lui noue un minuscule tablier d'apprenti pour le placer sous la protection de l'assemblée. C'est le besoin humain de transmission, quoi. C'est pas pour l'embrigader, c'est pour tisser un filet de sécurité morale autour de lui. La loge, c'est aussi une communauté d'entraide concrète. Ce qui soulève inévitablement un immense paradoxe, Émilie. Je t'écoute. Quand on lit ces beaux textes sur la fraternité universelle, sur l'amour de l'humanité, pourquoi s'enfermer à double tour ? Pourquoi aveugler les fenêtres, placer un gardien armé à la porte et exclure le monde profane ? C'est pas un peu hypocrite de vouloir sauver le monde tout en se cachant de lui ? L'objection est totalement légitime. C'est de là que viennent toutes les suspicions extérieures. Mais la réponse est dans la méthode alchimique qu'ils utilisent. Le grand œuvre, la transformation du plomb en or, ça exige un outil indispensable, l'atanor. Un fourneau, un vase hermétiquement clos, c'est ça ? Exactement. Un environnement totalement étanche. Pourquoi ? Parce que si l'air extérieur ou des éléments impurs pénètrent pendant la chauffe, la réaction échoue. D'accord. Et les textes maçonniques appliquent ça à la psychologie humaine. Si les membres laissent entrer le tumulte de la rue, les passions politiques, les clashs médiatiques, le climat d'écoute explose. La transformation intérieure nécessite du calme et la suspension du jugement immédiat.
Donc le temple n'est pas une cachette pour fomenter des complots. C'est un sas de décompression, un laboratoire étanche pour penser sans la pression de la société. C'est exactement ça. Et cette notion d'enfermement nous mène au dernier point, le plus débattu, cette obsession viscérale pour le fameux secret. Qu'est-ce qu'il cache avec autant de ferveur ? Si on écoute Thomas Paine, c'était d'une banalité tragique. Ils avaient juste peur pour leur vie. S'ils perpétuaient des traditions solaires anciennes sous l'Inquisition, le secret, c'était pas un jeu, c'était pour pas finir brûlés vifs sur la place publique. Ouais, la survie de base. Mais aujourd'hui, le temps des bûchers est révolu. Et dans les manuels du XXe siècle, l'idée du secret défensif s'efface complètement. Le discours devient spirituel. On parle d'un occultum, un secret qui est impossible à transmettre par la parole. Et à ce sujet, on a trouvé une légende hindoue dans les sources qui est d'une poésie incroyable pour expliquer ça. Ça raconte qu'aux origines, les humains possédaient une part de divinité. Mais ils en ont abusé. Voilà, avec égoïsme, cruauté. Donc le dieu Brahma a décidé de leur retirer ce pouvoir. Et il a fallu trouver une cachette inviolable. Les dieux mineurs ont proposé de l'enfouir sous la terre. Brahma dit non, l'homme va creuser. On propose le fond de l'océan. Brahma dit non, l'homme finira par explorer les abysses et le remontera. Et c'est là que Brahma a une illumination vertigineuse. Il décide de cacher la divinité à l'intérieur de l'être humain lui-même. Parce que c'est le seul endroit où l'homme ne pensera jamais à chercher. C'est bouleversant comme conclusion, hein. Mais tellement vrai. Le secret maçonnique, c'est un mot de passe qu'on chuchote. C'est l'expérience indicible de l'initiation. N'importe qui peut acheter les rituels imprimés en librairie aujourd'hui. Ouais, on peut tout lire. Mais lire le menu détaillé d'un grand restaurant étoilé, ça donne pas le goût du repas. Ça te donne pas l'ambiance, ni l'émotion de la dégustation. La connaissance intellectuelle remplace pas l'expérience. On a la partition, mais on n'entend pas la musique. Exactement. L'initiation, ça se vit par le corps, par l'émotion, par le lien fraternel. Dès qu'on essaye de l'expliquer avec des mots, ça s'évapore. Alors, que tirer de cette plongée vertigineuse ? C'est clair que la franc-maçonnerie, c'est bien plus qu'une société discrète. Nos sources dépeignent un produit culturel d'une richesse inouïe. C'est la convergence entre la discipline froide de l'artisan du Moyen-Âge et la quête romantique de la chevalerie. Et leur but n'est pas d'infiltrer les ministères, mais de tailler patiemment la pierre brute de chaque individu. Pour construire un temple intérieur solide et, par effet domino, ériger une humanité plus juste. Et pour clore cette émission, les textes qu'on a analysés inspirent une réflexion un peu provocatrice. Je sens que ça va faire réfléchir, ça. Si le véritable secret initiatique, c'est l'exploration intime de nos propres profondeurs psychologiques, et que cette exploration nécessite du silence et le retrait dans un espace clos à l'abri du bruit du monde, Ce qui est la condition sine qua non, oui. on en vient à cette question pérenne. Dans notre société hyper connectée, gouvernée par l'immédiateté, les réseaux sociaux, les notifications, la véritable société secrète d'aujourd'hui, le vrai acte de rébellion, est-ce que ça consisterait pas tout simplement à s'accorder le luxe de déconnecter les écrans, fermer une porte et passer 1 heure seul en silence avec soi-même ? C'est un sacré défi. Ça consiste à regarder en face ce qui se cache derrière notre propre porte intérieure, quoi. Et le véritable mystère est souvent celui que l'on porte en soi. C'est la fin de notre chronique Éveil et sortilège pour aujourd'hui. Que la curiosité reste toujours éveillée et surtout, ne craignons pas le silence de la réflexion. Mika Podcast. Ésotérisme, paranormal et mystère.